Bonjour à tous, alors ici je vais parcourir dans cette vidéo toutes les notions importantes à savoir si jamais vous vous lancez dans un développement à base de LED de puissance comme on en retrouve, je veux dire, partout aujourd'hui, que ce soit dans l'éclairage domestique, dans l'éclairage automobile, etc. Donc quelque part, c'est vraiment une technologie qui est très importante aujourd'hui. Donc vous serez peut-être un jour à même à devoir développer alors un propre circuit utilisant cette technologie. Alors, pour commencer, on va passer vite ensemble, donc de vous rappeler les principes d'une diode LED. Donc une diode LED, ce n'est rien d'autre qu'une diode, qui a quand même une particularité, c'est qu'elle émet de la lumière lorsqu'elle est traversée par un courant dans le sens, je veux dire, direct de la diode. Donc le courant rentre par l'anode et en ressort par la cathode. Et comme tout dipôle, ce composant, donc il en résultera à ces bornes une tension ULED, que j'appelle ici ULED, qui en réalité correspond à ce qu'on appelle la barrière de potentiel en fait de diode LED. Donc ça reste vraiment identique à une diode classique. Alors, il faut savoir que une diode, d'une manière générale, une diode LED, la luminosité qu'elle émet est proportionnelle ou est fonction, je vais dire, du courant qui la traverse. Alors je ne dis pas proportionnelle parce que si c'était le cas, on aurait alors ici une droite parfaitement linéaire. Ce n'est pas le cas, mais on peut se rendre compte quand même que cette partie ici est relativement droite, donc on peut quand même en conclure que la luminosité émise par le composant est relativement proportionnelle. Il faut savoir que cette caractéristique-ci est une caractéristique d'un élément bien particulier. Bon, on peut pas maintenant généraliser cela à toutes les diodes LED, mais ça vous donne quand même ici une bonne approche. Et donc l'idée est de voir comme ça, donc justement quand vous voulez faire un éclairage et que vous voulez justement agir sur la luminosité, vous allez certainement agir alors sur le courant électrique. Ça ne fait pas partie de cet article, de cette vidéo, pardon, mais je vais consacrer aussi une vidéo à la partie, donc ce qu'on appelle les drivers électroniques dédicacés à la commande de LED. Et donc voilà, donc je n'apporte pas beaucoup plus de détails ici aujourd'hui. Autre chose très importante, c'est que en fait, comme vous pouvez le voir ici sur la caractéristique donc du courant de sortie par rapport à la tension, je veux dire aux bornes de la LED, vous voyez qu'on a ici une courbe qui ressemble très fort à une diode traditionnelle. J'attire simplement votre attention sur le fait que si vous regardez bien par rapport à une diode classique, on dit souvent qu'une diode a une barre de potentiel de 0,6 volts, mais si vous regardez ici sur le schéma, regardez, je vais tracer ici l'asymptote oblique par rapport à la caractéristique, on est plus proche de 3 volts, d'accord? Donc ça, c'est une caractéristique notamment des diodes, je vais dire, blanches. Si vous prenez les diodes qu'on a l'habitude d'utiliser, les petites diodes témoins vertes ou rouges par exemple, on est plutôt proche du 1,7-1,8 volts. Là où je veux vraiment venir dans le vif du sujet, regardez ici, c'est toute la partie, je veux dire, puissance de la LED, puisque on sait qu'un dipôle qui est traversé par un courant au bord duquel on retrouve une tension électrique, ce dipôle en question va dissiper une certaine puissance qui correspond à I fois U, donc aux bornes de la LED. Alors si on va prendre ici un exemple quand même pour illustrer tout ça, c'est que vous prenez un point de fonctionnement ici sur la caractéristique, regardez, je me retrouve ici à 600 millièmes d'ampères. Si je prends la tension résultante en ce point-ci, je vais dire qu'on est plus ou moins ici à 3,3 volts, ce qui veut dire que la puissance dissipée par la LED n'est rien d'autre que 600 milliampères multiplié par 3 volts 3, et cela nous donne une puissance de plus ou moins 2 watts. Il faut savoir qu'une puissance de 2 watts dissipée dans un petit composant de quelques millimètres carrés pourra, si on ne prend pas de précautions particulières, très vite amener ce composant à une température très importante. Parce que même 2 watts suffiront à donner une certaine élévation de température. Je rappelle ici que pour une diode LED, il faut bien vous dire que c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. Et dans tous les semi-conducteurs, vous allez voir que les températures max à ne pas dépasser dans un semi-conducteur ne dépasseront jamais de 125 à 150 degrés. Et là où je veux en venir, c'est que si on ne prend pas un certain nombre de précautions par rapport, je veux dire, à cette commande de LED et notamment toute la partie thermique, vous allez vite arriver à des températures de destruction tout simplement de votre semi-conducteur. C'est vraiment ici tout le but de cet article.
Qu'est-ce qu'on peut voir ici sur cette dia? Ben, en fait, j'avais d'abord voulu vous présenter un exemple de diode LED. Donc c'est un composant tout seul, donc sans driver, sans PCB. Donc c'est vraiment le composant de base qu'on pourrait se procurer dans le commerce. Vous avez ici, je veux dire, un élément qui lui est déjà monté sur un petit circuit. J'en parlerai plus tard. Un petit circuit à base d'aluminium, donc ce ne sont plus vraiment des circuits à base d'époxy, mais à base d'aluminium. Pourquoi? Pour une question de dissipation thermique justement de la chaleur. Mais ça, j'y reviendrai également. Et puis là, bien entendu, ce que vous retrouvez là, ici, en haut à droite de l'écran, est tout simplement un petit spotlight qu'on retrouve partout dans les maisons unifamiliales et partout ailleurs, bien entendu, où là, c'est tout un ensemble qui reprend quelque part des diodes LED classiques, avec un diffuseur de lumière pour parfois orienter quelque part la lumière plus précisément, et aussi ici, regardez les LED que vous voyez là-bas, ce sont rien d'autre qu'un dissipateur thermique, j'y reviendrai également plus tard. Là, le but de cette vidéo n'est pas vraiment de s'attaquer à l'intérieur d'un spotlight, mais par contre de vous montrer les différentes choses sur lesquelles vous devriez faire attention si jamais vous devez développer vous-même votre propre PCB comme représenté sur la photo du dessous. Ça, c'est un PCB que j'ai l'occasion de développer pour un projet particulier. On retrouve ici sur la partie centrale le driver électronique, là j'en parle pas ici, et on retrouve, regardez ici, les 4 LED de l'application. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un peu toute la partie thermique de cette problématique. Alors, en fait, au niveau de l'étude thermique d'un composant, vous allez voir qu'il y a une analogie très très proche de ce qu'on appelle de la loi d'Ohm. Alors, je reviens simplement ici en électricité. On sait qu'un élément résistif, je prends d'ici par exemple une résistance, si celle-ci est traversée par un courant I, il en résulte à ces bornes une tension U, d'accord? Ici une résistance R. Et donc, excusez-moi pour l'écriture. Okay. Donc la loi d'Ohm nous informe que UAB est égal à R électrique fois le courant qui la traverse. Et vous allez voir que dans un élément, donc au niveau d'un comportement thermique, vous allez voir que si vous avez quelque part une résistance thermique, on va l'aborder plus loin, dans lequel, à travers laquelle, dissipe une certaine puissance P10, vous allez voir qu'au bord de cette résistance thermique, vous allez avoir en fait une différence de température. Donc on a ici vraiment une équivalence parfaite. Alors je vais vous montrer ici, regardez sur la partie de droite ici, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Un certain nombre de résistances thermiques placées en série. Ici vous retrouvez, je vais vous expliquer ce que c'est le TJ, et ici vous avez, si vous voulez, le TA. Donc le TJ, ça va correspondre, on le voit d'ailleurs ici, ce sera la température, si vous voulez, de la jonction, donc vraiment de l'élément semi-conducteur de votre diode LED. Et ici, le TA correspond simplement à la température ambiante dans laquelle se trouve quelque part votre circuit, votre ampoule, etc. Donc c'est la température ambiante dans laquelle se trouve le circuit électronique. Entre cette jonction du semi-conducteur et la température ambiante, vous allez voir qu'on va retrouver un certain nombre d'éléments. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette jonction se trouve finalement dans un boîtier qui est fermé, d'accord? Vous achetez la LED, vous achetez quelque part cet ensemble-là. Mais il est clair que ce boîtier qui renferme la source lumineuse qui est la LED, quelque part, pour évacuer les calories de la jonction vers le boîtier, il va y avoir une certaine résistance. Quelque part, les calories renfermées à l'intérieur vont avoir une certaine difficulté à s'échapper. En plus, vous avez, regardez, puisque cette LED est soudée sur un PCB, vous allez avoir quelque part une connexion d'une part électrique pour commander électriquement la LED, mais vous allez voir aussi que vous allez avoir aussi une connexion thermique. Ça veut dire que il y a en dessous généralement de la LED une petite connexion qui est représentée ici par exemple, ou même ici, qui va en fait être en contact direct, généralement aussi en soudant sur le PCB, donc pour que les calories qui arrivent ici, le flux thermique puisse aussi quelque part poursuivre son chemin pour bien sûr arriver à l'ambiance. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi comme obstacle, c'est que le PCB qui est là-bas, la chaleur devra aussi traverser ce PCB, donc c'est aussi une résistance thermique supplémentaire. Comme vous l'avez pu le voir dans le spot,
généralement on va toujours y connecter à ce PCB un dissipateur thermique qui est un radiateur. Alors pourquoi est-ce qu'on voit ici toutes les ailettes que vous voyez ici en noir? Simplement pour augmenter la surface de contact d'échange avec le monde extérieur, donc avec la température ambiante. Donc le flux thermique va poursuivre son chemin pour quelque part rejoindre l'atmosphère dans laquelle se trouve le montage qui a une certaine température. Mais tout ça en fait, est représenté ici par différents éléments, différentes résistances thermiques. Qu'est-ce que tout ça engendre? Je vais vous montrer ça dans le transparent suivant. Ici, voici une autre représentation de l'élément, de cette chaîne de résistance thermique. Vous avez ici en fait la puissance dissipée que je disais tout à l'heure, qui est en fait la puissance électrique dissipée par le composant, donc dans notre cas par la jonction du semi-conducteur. Et donc, si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé de 2 watts. Donc cette puissance de 2 watts, c'est la puissance quelque part qui va rentrer ici dans l'équation. Alors, que va-t-il se passer si, imaginons qu'on fabrique une ampoule LED ou un PCB à base de LED, on peut estimer, un ordre de grandeur, que si ce PCB ou si cette ampoule se trouve dans une pièce normale, on pourrait dire que, par exemple, la température ambiante serait de l'ordre de, par exemple, 25 degrés. Par exemple, mais vous allez voir que dans certains cas, ça pourrait très bien monter à 40, 50, tout dépend un petit peu si l'ampoule, par exemple, n'est pas renfermée dans une cloison qui ferait que la température, quelque part, on ne pourrait pas dissiper, qu'on ne pourrait pas quelque part refroidir l'ampoule. Donc je vais prendre ici 25 comme un exemple. Alors, comme on l'a vu dans la loi, l'équivalence en électrique, vous allez avoir ici un flux thermique qui va quelque part traverser toutes ces résistances-là. Okay, qui va être équivalent, si vous voulez, au courant. Mais en fait, aux bornes de chacun des éléments ici de ces résistances thermiques-là, vous allez retrouver des deltas de température, simplement comme la loi d'Ohm. Donc, aux bornes de chacun de ces éléments thermiques-là, vous allez retrouver des différences de température. Ce qui veut dire que si on démarre de 25 degrés, vous allez retrouver ici un premier delta T, suivi d'un deuxième delta T, ok, et tout ça pour vous amener à une température de jonction qui, dans certains cas, si on ne fait pas attention à toutes ces résistances thermiques-là, dépassera bien entendu la valeur maximale acceptée par le constructeur. Et donc, pourquoi est-ce qu'ici j'ai mis RJA? Donc, c'est la résistance thermique jonction ambiance, donc c'est la résistance totale que rencontrera, si vous voulez, le flux thermique entre la jonction elle-même qui est dans le boîtier de la diode jusqu'à quelque part la température ambiante, et donc c'est la somme de toutes ces résistances, comme en électricité, plusieurs résistances en série s'additionnent et ce qui nous donne une résistance équivalente. Et donc voilà, on en arrive maintenant à l'équation générale de la température de la jonction, et bien sûr ce sera la résistance totale multipliée par la puissance électrique, j'insiste, dissipée par le composant, auquel on ajoute bien sûr la température ambiante, et ça vous donne alors la température finale de la température de la jonction. Alors, le but, si vous voulez, de toute cette vidéo, ce sera bien sûr, nous, concepteurs de circuits électroniques, qu'est-ce qu'on pourra bien faire pour agir sur ces éléments résistifs pour, vous le devinez bien entendu, les rendre les plus petits possibles. Pourquoi? Parce que la puissance dissipée, c'est quelque chose sur lequel vous ne pourrez pas beaucoup agir, puisque si on veut, par exemple, vous prenez aujourd'hui les éclairages LED, on a quand même beaucoup besoin de luminosité, donc on a quand même évidemment besoin d'une certaine puissance, de l'ordre de 1 watt, 2 watts, 3 watts, 5 watts, tout dépend un petit peu de la grosseur de votre diode. Donc ça, on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre sur la puissance dissipée. Par contre, on va essayer alors vraiment de diminuer au maximum cette résistance-là pour obtenir des températures de fonctionnement le plus bas possible. Alors là, je vais aussi faire passer avec vous en vue un petit peu, enfin un cas particulier. Vous avez certainement tous vu que sur beaucoup de spots qu'on retrouve dans le grand public, on n'a pas qu'une seule LED, mais on en a parfois un nombre important, un peu comme dans ce cas-ci. Regardez, vous allez avoir toutes des petites LED qui seront placées sur un seul PCB. Mais il est clair que tout ça sont des petites sources de chaleur qui seront placés sur un élément. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'à ce moment-là, le modèle électrique est un peu différent. Pardon, pas le modèle électrique, le modèle thermique. Mais vous comprenez bien que chaque petit point jaune qui est ici est une source
de puissance, d'accord, regardez un power dissipation, et donc vous en avez quelque part autant que vous avez d'éléments LED sur le PCB. Mais il est clair que vous allez avoir en fait un certain nombre de branches en parallèle qui se réunissent en un nœud. Pourquoi? Parce que une fois que tout ça est sur le PCB, généralement, pour arriver à la température ambiante, tout ça va être ramené sur un même refroidisseur, et c'est pour ça qu'ici, vous n'avez plus alors qu'une branche, je vais dire, de 2 éléments en série. Alors, comme en électricité, mais quelque part, on sait, si je reviens un peu ici en arrière, puisque nous avons ici un certain nombre de LED identiques, on peut se dire que toutes ces résistances-ci sont identiques, branche par branche. Donc vous savez qu'en électricité, 5 résistances par exemple identiques en parallèle, la résistance équivalente est égale à la résistance elle-même divisée par le nombre d'éléments en parallèle, c'est ce qu'on retrouve ici. Et donc voilà un petit peu l'équation qui... Attendez... Voilà, qui peut alors vous donner la résistance thermique équivalente totale de la jonction à l'ambiance. Donc là, je veux dire, c'est assez compréhensible par rapport, je veux dire, aux lois de l'électricité. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout cela, mais nous, concepteurs de cycle électrique, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec tout ça? Donc, j'ai envie de dire, nous, on va passer ici en revue les différents éléments thermiques sur lesquels vous allez peut-être pouvoir agir. Alors on devine bien que si vous achetez un jour une diode chez un fabricant, une diode donnée, vous n'allez pas pouvoir agir entre la résistance thermique qui lie la jonction au boîtier de la diode, puisque ça c'est dépendant du constructeur. Généralement aussi, regardez, on bâtit ici qu'il y a une RCPCB. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la résistance, si vous voulez, C comme case, PCB, donc ça PCB, donc c'est le circuit imprimé. Donc ça, quelque part, ça représente, si vous voulez, cette résistance-là. Là, généralement, vous n'aurez pas beaucoup de marge de manœuvre parce que vous allez souder l'élément sur votre PCB. Eh bien, il est clair que vous devez faire une bonne soudure, ça c'est une certitude, mais vous n'allez pas non plus pouvoir agir de manière considérable. Par contre, on va voir ici qu'il y aura 2 éléments sur lesquels on va pouvoir, si vous voulez, agir. Donc, en fait, ici, je vous montre avec j'aurais dû le faire directement avec mon diapo. Donc ici je vous montre que la résistance RPCB c'est celle-ci, enfin CPCB c'est celle-là. Alors ici nous avons une deuxième qui est la résistance PCB-HS. Donc si vous voulez c'est le HS c'est le heat, c'est le radiateur, d'accord, le heatsink pardon. Et donc pourquoi? Parce que vous allez voir que au niveau du PCB, ça va être tout un travail, mais on va pouvoir agir là-dessus et de fortement diminuer cette résistance. Vous allez voir que c'est cette résistance-là qui va fortement causer problème. Ensuite, vous avez envie encore de diminuer quelque part la résistance thermique du dissipateur thermique par rapport à l'ambiance. Alors, pourquoi? C'est-à-dire que si vous choisissez un dissipateur thermique avec beaucoup de surface d'ailette, c'est-à-dire que beaucoup d'échanges entre le radiateur, le dissipateur et l'ambiance, alors vous allez pouvoir comme ça diminuer également la résistance, ici R, HSA. Donc ça, vous allez aussi pouvoir agir sur ces 2 éléments. D'accord? Alors nous, on va s'intéresser dans un premier temps, bien entendu, à cette partie ici. Voilà, parce que c'est vraiment là le gros du travail par rapport à vous, électroniciens. Alors ici, je vous donne quelques exemples, donc ce qu'on pourrait retrouver au niveau d'un PCB. Donc ça, c'est la vue du dessus d'un PCB. Donc généralement, une diode possède 2 connexions électriques, l'anode et la cathode. Okay, donc là, vous avez les 2 représentations ici en gris qui seront les connexions électriques. Il est clair que sur le schéma, les pistes ne sont pas représentées. Alors là, vous allez avoir une petite pastille, mais qui parfois ne fait que aussi quelques millimètres carrés, donc c'est généralement très petit. Ici, c'est agrandi, sur laquelle on va souder aussi la diode et qui va en fait, ce petit pad en question va justement être en contact direct avec la partie thermique donc de la diode, d'accord. Mais il est clair que cette petite surface de quelques millimètres carrés ne vous permettra pas beaucoup d'échanger des calories avec le monde extérieur. Donc ça, vous allez voir tout de suite que souder une diode de puissance sur un PCB comme ça, où vous n'avez ici qu'une petite zone de cuivre, ça ne sera pas du tout efficace. Par contre, là, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez pouvoir alors plutôt faire autre chose, c'est de prendre le même PCB par exemple, regardez avec les 2 connexions électriques, et vous voyez ici en brun,
vous allez en fait, cette partie brunâtre représente en fait une zone de cuivre qui électriquement n'est connectée à rien du tout, mais qui est bien entendu connectée à la partie centrale. Et par contre, là, on devine bien que les calories ici pourront quelque part, le flux thermique pourra transiter sur une surface de cuivre plus grande. Et cette surface-là permettra justement à la chaleur de pouvoir alors plus s'évacuer. De nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à ce moment-là avoir une tendance à diminuer la température au niveau de votre semi-conducteur. Mais d'un autre côté, ça, vous êtes bien d'accord que c'est la face où se trouve la diode. Ce n'est pas la face du PCB qui sera en contact avec votre dissipateur thermique. Ce qui veut dire encore que même cette zone de cuivre qui va pouvoir absorber de la chaleur, il faudra aussi évacuer cette chaleur vers le monde extérieur, donc vers l'ambiance. Et donc ici, je fais un petit rappel simplement. Donc ici, en blanc, représente, si vous voulez, simplement un matériau donné, par exemple le PCB. Et vous allez voir que la résistance, thermique de cet élément va dépendre de quoi? Va dépendre de son épaisseur ici qui est en D, qui est en mètres. Donc ça c'est l'épaisseur en D, donc on comprend bien que plus l'élément est important, mais plus les calories auront difficile de traverser l'élément. Vous allez voir aussi que il est inversement proportionnel, donc cette résistance thermique là, à la surface. On peut bien comprendre aussi que plus l'élément a une surface importante, meilleur pourra être l'échange thermique avec le monde extérieur. Et bien entendu aussi va dépendre du matériau. Si vous prenez du bois ou du métal, vous imaginez bien que la dissipation sera totalement différente. L'exemple est tel, prenez une cuillère en bois que vous mettez dans de l'eau à 100 degrés, vous n'allez jamais vous brûler parce que quelque part le bois va être très mauvais conducteur de la chaleur. Par contre, prenez une cuillère métallique, vous allez tout de suite vous rendre compte que cette cuillère va vite atteindre une température à partir de laquelle vous ne pourrez plus la maintenir, en main. Et donc ça, si vous voulez, ça vous donne, si vous voulez, une représentation de la résistance thermique. Alors regardez ici, sur quoi est-ce que nous on peut agir? La surface A, on voit ici que nous avons augmenté déjà la surface d'un côté, ok? Mais on a aussi, sur l'épaisseur par exemple de votre PCB, généralement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Quand vous faites un circuit imprimé, vous allez probablement utiliser un circuit de 1,4, 1,6 mm d'épais. On ne sait pas beaucoup changer cela. Par contre, on va essayer, c'est de changer, si vous voulez, la conductivité, d'accord? Et ça, il faudrait changer de matériau, parce que ici en fait l'époxy, vous allez voir qu'on a quelque chose aussi de relativement isolant. Donc on va voir quand même qu'il y aura moyen non pas de changer, quoique dire le matériau, vous allez voir qu'il y a deux techniques. D'une part de changer le matériau, on va travailler avec des matériaux en aluminium, vous allez voir qu'il y a certaines contraintes, mais on va aussi utiliser une autre technique en gardant de l'époxy, et vous allez voir qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire. Mais voici la représentation justement, non plus vue du dessus, mais vue en coupe. Alors, qu'est-ce que l'on fait? En fait, on va ce qu'on appelle ajouter des pattes thermiques, si vous voulez, au niveau de votre PCB. Donc ça, c'est vous, concepteur, qui allez ajouter cela. Et en fait, les pattes thermiques, ce n'est jamais que des trous dans votre PCB, et ça, c'est les fabricants de PCB qui vont s'en charger, ce sont des trous dans votre PCB, ce qu'on appelle métallisés, ce qui veut dire qu'ils seront, sur les surfaces extérieures, sont métallisés, donc remplis d'un métal, si vous voulez, de cuivre, qui fera finalement des petits cylindres métalliques. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer? Regardez sur le schéma. En fait, ici, les calories qui seront présentes côté cuivre ici, vont simplement pouvoir transiter par ces petits vias thermiques pour aller aussi rejoindre, si vous voulez, du cuivre sur l'autre face. Et c'est comme ça, en ajoutant ces vias, donc ces pads thermiques, que vous allez artificiellement, si vous voulez, modifier, je vais revenir ici en arrière, la conductibilité, si vous voulez, de votre matériau. Okay? Et donc, cela va pouvoir alors de réduire très fortement, la résistance thermique de votre PCB. Alors voici ici un exemple concret. Vous allez retrouver en fait là, ici les connexions électriques anode-cathode. Et ici toute cette partie-là, donc la partie ici carrée, si vous voulez, n'est rien d'autre que le petit carré que vous avez vu sur les dias précédentes. Mais tout ça c'est du cuivre. Même si vous avez du verre quelque part, le verre qui est ici est ce qu'on appelle le silkscreen. Donc, mais en dessous de cette couleur verte, de ce vernis vert, vous avez bien sûr du cuivre qui est métallisé, donc qui est recouvert par un étamage. Et donc, regardez ici, tous les petits trous que vous voyez là-bas correspondent
à tous ces petits pads thermiques. Alors là, vous avez le côté du top, donc ça c'est le côté qui se trouve ici. Ok. Et là, vous avez ce qu'on appelle le bottom, donc le dessous, c'est ce qui se retrouve, si vous voulez, ici. Donc, on voit bien que on a ici du cuivre, là. Bien sûr, ici, mais partout ailleurs, même ici, tout ça, c'est du cuivre. Simplement, ici, il y a du vernis qui n'a pas été placé. Alors, pour quelle raison? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va déjà très fortement améliorer notre PCB, mais il va falloir certainement aussi venir connecter ici un dissipateur thermique. Donc, on a expressément supprimé la zone de vernis pour avoir un meilleur contact thermique avec le futur dissipateur. Alors là, ici, c'est un exemple de ce PCB-ci avec, regardez, les deux diodes concernées. Donc ça, cette diode-là, c'est un élément que vous prenez tel quel, qui est soudé, si vous voulez, sur le PCB. Les deux petites oreilles que vous voyez là-bas sont reliées à la partie du pad thermique en dessous de la diode pour finalement être connectées à tous ces autres pads thermiques, si vous voulez, ici, comme expliqué précédemment. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on va réaliser tous ces petits trous dans le PCB. Mais vous qui allez utiliser le logiciel par exemple Eagle ou n'importe quel autre logiciel de développement de cartes électroniques, vous allez simplement dans l'emprunt de votre composant, vous allez simplement dessiner un certain nombre de pads au niveau de votre logiciel de routage de dessin. Et ces pads, lorsque vous allez faire fabriquer votre PCB dans des entreprises spécialisées, vont vous construire le PCB, ajouter tous ces petits pads thermiques. Alors, une question bien sûr, mais combien de pads doit-on placer? Alors là, on est un peu dans une considération, ce que j'appellerais empirique. Ça veut dire qu'il n'est pas aisé de vous dire on va mettre 10 pads, ça va vous donner une résistance thermique de autant, etc. Donc souvent, vous allez voir que les constructeurs sont souvent là pour nous aider. C'est vrai que souvent, on a des documents qui ne sont pas spécialement faciles à décortiquer, à lire, mais souvent, on y trouve quand même de bonnes informations. Par exemple, ici, les deux photos que vous voyez là, ne sont rien d'autre issus, mais je mettrai donc, si vous voulez, dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens hypertextes qui vous permettront d'aller rechercher tous ces documents, parce que ces informations-là, ça ne vient pas de moi, donc là, je vais vous montrer tous les liens pour puissiez y accéder. Donc ça, c'est tiré d'un document d'un constructeur de la LED, et il vous explique justement que, par exemple, pour utiliser ce type de LED de certaines caractéristiques, il vous montre qu'il vous préconise un certain nombre de vias avec, regardez, des diamètres préconisés, des distances entre les vias, etc. pour justement vous amener à avoir alors quelque chose, un design qui tienne la route. Donc ça, il faut le prendre, je dirais, tel quel. Ce sont des gens qui ont pu expérimenter tout cela en laboratoire et donc, je dirais, il faut se fier à ce genre d'éléments. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux dessins? Simplement, le constructeur fait une distinction en ce qu'on appelle des vias qui sont trouées, donc simplement des petits cylindres sur lesquels seulement le pourtour est recouvert de métal, et vous avez la possibilité, en fonction des fabricants de circuits imprimés, d'avoir ce qu'on appelle des vias qui sont pleins, ce qui veut dire que à la fois on fait un trou, mais tout le cylindre est rempli de métal, donc il n'est pas traversant, enfin il est bouché. Donc ça, c'est la distinction qu'ils font entre les deux. Ils se sont rendus compte que les vias, si vous voulez, bouchés et pleins, apportent une meilleure dissipation que les vias, si vous voulez, qui ne sont métallisés que au pourtour du trou. Voilà, alors ici de nouveau, ça c'est un exemple de nouveau d'un constructeur. Il vous donne pour un certain nombre de vias, etc., par rapport à différentes particularités, il vous donne une estimation, si vous voulez, de la résistance thermique, donc c'est en degrés ou en Kelvin par watt, donc c'est la résistance du PCB. Vous voyez que, en fonction des choix que vous allez pouvoir faire et de l'épaisseur, regardez, l'épaisseur du PCB, vous avez comme ça un graphique qui vous donne un ordre de grandeur des résistances thermiques que vous pouvez obtenir. Un autre graphique intéressant, là aussi de nouveau, regardez, il ne donne pas d'équation qui vous lie la résistance thermique au nombre, regardez, de vias. Simplement, il vous donne un graphique qui vous montre, bien sûr, regardez, on n'a que quelques vias, on va avoir du 4 degrés par watt. Et vous voyez que au plus on augmente le nombre de vias, regardez, ça diminue. Mais on voit tout de suite tout de même que ça ne diminue pas de manière linéaire. À un moment donné, on a tendance à
c'est-à-dire stagner quelque part une valeur. Mais tout ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Une autre information intéressante, c'est que vous imaginez bien que, prenons le cas d'un circuit avec plusieurs diodes sur le même PCB, mais si vous regroupez très fort vos diodes les unes à côté des autres, vous avez des sources de chaleur donc, qui sont fort proches, donc on a tendance à beaucoup plus accumuler, donc peut-être à difficilement refroidir l'élément, le PCB par contre, que si on aère un peu les éléments l'un par rapport à l'autre, on devine malgré tout qu'on aura plus de facilité de refroidir si les éléments sont moins resserrés l'un par rapport aux autres. Et cette courbe-ci, de nouveau, vous donne une idée de l'évolution qu'il pourrait y avoir dans un cas de figure A ou un cas de figure B, si vous voulez. Tout ça, c'est des documents, des informations données par le constructeur. Donc, en fonction des éléments que vous choisissez sur le marché, des fabricants, essayez un peu de gratter parce que c'est pas toujours évident, mais souvent, si on regarde sur les sites des fabricants, des constructeurs, vous allez quand même obtenir pas mal d'informations. Mais c'est vrai qu'il faut parfois les digérer. Le but de cette vidéo, c'est justement un peu de vous montrer la marche à suivre, la manière avec laquelle vous devez un petit peu réfléchir pour se dire, bon ok, allons chercher les bonnes informations au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment ici tout ce qui est intéressant de voir, vraiment les grandes lignes. Lorsque vous développez un PCB, de vous dire attention, je vais placer une diode de puissance sur mon PCB, attention, il y a le côté électrique, mais j'ai aussi le côté thermique sur lequel je dois faire attention. Alors il y a une autre grande technologie qui apparaît maintenant sur le marché depuis un certain temps, depuis surtout entre autres l'éclairage des LED, c'est que vous avez alors non plus un matériau comme de l'époxy, comme les PCB traditionnels, mais vous avez vraiment un matériau basé sur de l'aluminium. Et alors en fait, le constructeur va déposer la partie cuivrée de votre PCB avec justement un tout petit film. Regardez ici le diélectrique, la couche diélectrique, bien sûr pour que le cuivre soit isolé de l'aluminium, mais une couche très très fine qui sera aussi un bon conducteur de la chaleur. Et là on se rend compte tout de suite que cette notion de via, de pad thermique n'a plus vraiment de raison d'être, puisque, je veux dire, la partie ici, imaginons que c'est là-dessus qu'on vient venir souder la LED, je vais vous montrer d'ailleurs sur le schéma par après, on verra que la conduction thermique sera nettement améliorée par le fait d'avoir ce PCB en aluminium. Et regardez la photo ici en dessous. D'ailleurs, si vous recherchez sur le web et vous trouvez vous cherchez après des LED de puissance, vous retrouverez souvent ce genre de symbole. C'est une petite étoile, si vous voulez, de peut-être, on va dire, 2 cm de diamètre, 1 cm et demi, 2 cm, ça dépend un peu lesquels. Et en réalité, la partie blanche que vous voyez ici n'est rien d'autre que ce qu'on appelle un seal screen, donc un vernis. Donc attention, j'insiste que la partie blanche ici ne correspond pas à la partie blanche là-bas. Donc le blanc que l'on voit ici est encore un simple vernis. D'accord? Donc la partie blanche, c'est simplement ça correspond au vert que vous avez l'habitude de voir dans les PCB. Et en dessous de cela, regardez, on le voit ici sur la photo, vous avez cette zone de cuivre qui permettra de faire les liaisons électriques. Vous avez ici la partie en vert qui est là-bas, d'accord? Ceci-là correspond au diélectrique. Et regardez, là, vous avez le petit circuit en aluminium qui correspond à ceci, si vous voulez, d'accord? Et on voit ici qu'il y a une petite zone sur lequel le fabricant a dû déposer un revêtement, d'accord, qui sera lui, qu'on pourra souder avec, bien entendu, regardez le pad thermique de la diode. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, bien sûr que ce PCB, tout seul, même en aluminium, souvent ne suffira pas lui-même, il faudra aussi l'associer à un dissipateur thermique qui va bien sûr évacuer les calories, mais on se rend compte qu'avec une techno comme celle-là, mais les calories, quelque part, les présentes ici au niveau de la puce, pourront très vite passer par tout ça, rejoindre la partie aluminium et le dissipateur thermique, bien entendu. Alors, dans le dissipateur thermique, vous allez retrouver toute une série de formes. Ici, je vous donne quelques exemples. Ça, on retrouve dans le monde de l'électronique toutes sortes de formes, de grandeurs, de toutes sortes de matériaux. Bon, généralement, c'est de l'aluminium. Ici, je vous donne quand même ici un ou deux exemples. Et là, ici, ça représente, si vous voulez, cet élément-là, la dernière résistance pour laquelle on peut agir. Et il est clair que souvent, en fonction du nombre de lettres, en fonction de la taille, etc., le constructeur va vous donner aussi une résistance thermique. C'est pour ça que je mets aussi de nouveau que c'est plus empirique, parce que le constructeur a fait pour vous les calculs, les études, les tests en laboratoire pour vous dire, ben voilà, vous utilisez tel type de dissipateur, attendez-vous à avoir une résistance thermique de autant. Alors, peut-être que vous pensiez, quand vous prenez un spot LED
grand public, comme vous avez ça chez vous, que ces ailettes-ci seraient peut-être de la décoration, mais rien du tout. Ces ailettes représentent justement le dissipateur thermique. Donc le constructeur d'un spotlet comme celui-là s'est arrangé pour intégrer le tout et de placer comme ça autour des ailettes pour pouvoir évacuer un maximum les calories, bien entendu, donc pour faire en sorte que la température de la jonction de la LED qui est placée là-bas soit la plus faible possible. Je vais aussi aborder une notion souvent que l'on oublie, sur laquelle on ne fait pas beaucoup attention, c'est que, regardez, ceci représente quoi? Ben, représente simplement, par exemple, ici le package représenterait par exemple votre PCB en aluminium, d'accord? Ou représente le PCB en époxy, et la partie ici en rose représente le dissipateur thermique. Si on regarde au microscope, je pense qu'on peut tous deviner et comprendre que nous n'avons pas des surfaces parfaitement lisses et vous avez une certaine rigorosité. Et cette rigorosité, va, comme on peut le voir sur le dessin, regardez, va vous laisser une lame d'air quelque part au niveau des deux matériaux. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, le contact, même si on pense que les deux matériaux se touchent, vous allez voir que thermiquement, vous n'allez pas avoir un échange vraiment parfait. Et donc souvent on place ce qu'on appelle soit de la graisse thermique, donc la graisse thermique, comme le mot dit, c'est une pâte sous forme de graisse qui va simplement ici combler tout ce vide, toute cette zone d'air pour justement améliorer le contact. Et vous allez voir aussi ce qu'on appelle des films souples que l'on vient placer entre, et ces films souples justement vont se faire écraser et ainsi comme ça garantir la conduction thermique. Ici je vous montre un graphique tout simplement qui n'a rien à voir avec les LED, donc c'est vraiment tiré encore d'un autre document que je vous mettrai aussi dans la description. Simplement ça vous montre quelque chose, c'est pour vous prenez un composant donné, vous le placez tout seul sur un dissipateur thermique quelconque, d'accord, vous allez voir que vous allez avoir une certaine résistance thermique. Alors pourquoi est-ce que ce graphique-ci a tendance à descendre? C'est simplement ici, regardez le torque qui est là, simplement généralement les dissipateurs on peut les visser sur le composant, et là il vous montre le constructeur que avec plus vous serrez le dissipateur sur le composant, en faisant attention à ne pas dépasser une limite, parce que parfois vous avez une déformation alors qui en plus est néfaste, fait le contraire, mais on devine qu'à la limite plus on vient serrer le composant, meilleure sera la conduction thermique, ce qui est un peu compréhensible parce que plus on le serre, plus le métal va peut-être s'écraser et va alors, je veux dire, la zone d'air va diminuer. Et vous voyez tout de suite ici en dessous que, regardez, le constructeur vous dit ça, avec de la graisse thermique que vous appliquez, vous allez voir tout de suite que vous allez considérablement descendre, si vous voulez, votre résistance thermique de l'échange entre le composant et le dissipateur. Voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer un exemple concret de nouveau de constructeur. Alors ici, une fois que vous avez en fait développé tout ça, il est souvent bon de valider, si vous voulez, ce que vous avez fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un peu quand même dans de l'empirique, ça veut dire que oui, on va minimiser autant que possible tout cela pour espérer avoir un comportement ou je dirais un résultat correct, mais l'idée est quand même souvent de valider cela par des tests en labo. C'est des tests que vous pourriez faire bien sûr chez vous. Alors ici regardez, j'ai représenté, vous le devinez bien, donc une coupe de notre PCB. Regardez ça, ici c'est la partie époxy. Vous avez ici la représentation de deux pattes thermiques. En rouge c'est bien sûr du cuivre, et vous avez ici la jonction, donc la LED en question, avec ici la source. Donc la jonction, donc c'est vraiment la source qui va émettre la lumière et donc dissiper de la puissance. Représente ici la résistance thermique du boîtier, du contact avec le PCB. Donc l'idée, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se rapprocher un maximum de la jonction, parce que vous n'allez pas pouvoir mesurer la température de la jonction de manière directe. Vous allez la déduire avec des mesures indirectes. Pourquoi je dis indirect? Parce que vous allez en fait mesurer une température qui est la plus proche possible de cet élément. Et puis vous allez mettre, disons, un autre moyen de mesure de l'autre côté de votre PCB, comme ça vous allez pouvoir alors avoir une estimation de la résistance thermique qui sera entre ce point-ci, si vous voulez, et l'autre côté du PCB, par le biais de cette mesure. Alors, comment est-ce que l'on fait? Regardez ici, je vous donne de nouveau, on revient sur l'exemple de tout à l'heure.
un PCB avec son électronique de commande, donc ça je vous donne ça pour votre information maintenant, c'est le LM3704, mais ça ne nous intéresse pas vraiment maintenant. Et là en fait voilà, donc ici j'ai 4 LED en série qui chacune est traversée par 350 mA, donc ça c'est des mesures qui ont été faites, hein, d'accord, et aux bornes desquelles on retrouve 2,95 volts. Donc on se dit déjà que on a sur le PCB ici des LED qui dissipe quelque part plus ou moins 1 watt. Donc ça on le sait, c'est une information électrique. Alors regardez ce que ça donne au niveau mesure. Donc j'ai simplement mis ma carte sous tension et donc j'ai était connecté mon thermocouple à c'est le thermocouple. Donc le thermocouple, pour votre information, c'est un moyen, donc c'est une sonde de température qui est capable alors de mesurer des températures même allant sur des températures assez élevées, mais voilà, ici ce n'est pas le cas, mais je vous explique. Donc c'est un petit point de mesure. Donc ici j'ai connecté, donc on voit le petit thermocouple là et on voit un deuxième qu'on devine là et qui est connecté par l'arrière, qui permet alors en fait de mesurer les températures. Alors voilà ici ce que ça donne un peu plus si je zoome. En fait voilà, vous avez ici le petit thermocouple que j'ai placé juste ici le plus près possible de la diode, et j'ai placé un thermocouple, regardez là, de l'autre côté de mon PCB. Et donc quelque part ici ça va refléter une prise de température côté ici PCB et côté dissipateur thermique, donc ici, d'accord. Et donc là vous voyez que comme ça, sans rien, on atteint quand même déjà des températures qui ne sont pas négligeables. Regardez, le thermocouple va me donner une température de 93 degrés côté, donc tout près de la diode, et une température de 89 degrés côté du PCB. On voit que l'écart est de l'ordre, regardez, de 4,5 degrés entre un côté et l'autre. Je vais vous montrer maintenant sur le schéma de tout à l'heure. En réalité, la température TS la plus élevée, c'est celle-ci. La température du côté du radiateur, c'est celle-là. Donc, comme on sait que là, nous avons ici un flux thermique, quelque part dû à une puissance de ce cas-là. Alors, vous allez me dire de combien? Est-ce que c'est 4 watts ou 1 watt? Puisque si je reviens ici en arrière, attendez, excusez-moi. Voilà, on a bien ici 4 diodes sur le PCB. Mais bon, moi ici quelque part, et ça va être un peu difficile, il aurait fallu faire le test en fait sur un seul élément pour vraiment essayer de mettre en évidence. Mais donc moi quelque part ici, j'ai mesuré au niveau de cet élément, donc on peut aussi imaginer qu'on ait 4 éléments séparés, même si on sait bien que les uns s'influencent l'un par rapport à l'autre, puisqu'on a vu ça dans la datasheet tout à l'heure. Toujours est-il que ça me donne malgré tout, moi, une idée par rapport à ça, de la résistance, si vous voulez, thermique de ceci. Alors, donc ici, si je prends 93 volts, excusez-moi, 93 degrés et 89,2 divisé, donc ça voulait, j'ai estimé ici avoir, si vous voulez, un élément de 4,5 degrés par watt. Et ça, déjà, on a fortement réduit cela. Ça, c'est terrible. Et donc, là, on va avoir, si vous voulez, quand même un comportement qui sera normalement très intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourtant, on a quand même atteint des températures de 93 degrés. D'accord. Mais ce qui compte surtout ici, c'est que l'écart entre la température côté radiateur et PCB n'est pas important. Pourquoi? Parce que en pratique, regardez, qu'est-ce qu'on fait généralement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va connecter ce PCB là sur un dissipateur thermique. Et donc ici c'est simplement, moi dans mon essai j'ai simplement pris un morceau d'aluminium, tout simplement une grosse masse d'aluminium qui va elle quand même absorber, je veux dire, les calories. J'ai replacé, regardez ici, un thermocouple à cet endroit-là et un thermocouple sur le bloc d'aluminium. Et vous allez voir que là, regardez maintenant, les températures ont fortement chuté. Vous avez toujours un petit écart entre la température THS et TS, ça c'est logique, ça ne changera pas puisqu'on n'a pas modifié le PCB. Mais on voit que le fait de connecter le bloc d'aluminium au PCB va lui aussi alors fortement diminuer ce qu'on appelle la résistance radiateur ambiant. Donc je reviens ici en arrière. Voilà, je reviens là en arrière sur ce schéma-ci. Donc le fait d'avoir placé le radiateur, le dissipateur thermique, parfois je dis radiateur, dissipateur, je veux dire c'est un petit peu équivalent. Le fait d'avoir placé mon bloc d'aluminium va aussi faire chuter, si vous voulez, cette partie ici.
Donc du coup, c'est pour ça que pour une température ambiante donnée, ben, on voit tout de suite alors que, puisque ça ne change pas, mais comme ça a chuté, enfin non, enfin, excusez-moi. Donc on vient avec le bloc d'aluminium uniquement faire chuter ceci, ben, ça a encore amélioré, et donc la température de la TS, hein, à cet endroit-là, elle va aussi également chuter. Et donc c'est pour ça que là, donc je reviens, on arrive maintenant à des valeurs, regardez, de beaucoup plus inférieures, 55-56 degrés. Alors ici, j'ai pu aussi, à l'aide d'une caméra thermique, mettre un peu en évidence, hein, vous montrer. Donc c'est une caméra qui n'est pas vraiment dédicacée à de la mesure, on va dire macro, hein, comme on pourrait le faire aussi avec une caméra normale. Et je trouve quand même que l'image est assez parlante. Vous voyez là, en fait, on devine par rapport au bar graphe qui est ici en dessous, mais on voit bien ici la zone qui est ici correspond vraiment à cette partie correspond vraiment en dessous de la jonction, on voit qu'elle est la plus chaude possible, hein, par rapport au bar graphe. Vous voyez aussi que, regardez, aux alentours du PCB, ben, ça chauffe quand même pas mal, mais on voit quand même, regardez, ce qui est intéressant de voir, c'est tous ces petits cercles-là, on voit bien qu'on a des petits anneaux rouges qui correspondent au cuivre, et au centre, ben, on a des petits éléments d'air, mais en fait, c'est grâce à ces petits cylindres rouges qu'on va quelque part ramener les calories côté, hein, de la diode et les ramener au niveau du côté du PCB. Vous voyez, donc c'est toujours intéressant de voir finalement, thermiquement parlant, avec une caméra, qu'est-ce que ça donne également. Alors ici, pour avancer, bientôt clôturer, en fait je reviens sur le même schéma de tout à l'heure, et donc ici le but bien entendu de dire, mais ok d'accord, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que mon design comme il est fait, est-ce que la température, donc la jonction qui était ici, la température de ma jonction ne va pas dépasser mes 125-150 degrés? C'est là qu'on va continuer nos calculs. Puisque l'on connaît quelque part la température TS, on sait le flux thermique qui passe entre TS et l'autre côté donc du PCB. On a bien sûr cette température-là. Alors, vous allez voir aussi que le constructeur va aussi vous donner des informations propres à son composant. Et donc le constructeur donc de chez Luxion Rebelle, donc c'est la diode qui a été utilisée. En fait, dans ce cas-ci, dans l'expérience ici, bon, le constructeur vous estime la résistance, si vous voulez, pour arriver jusqu'à la jonction. Donc JS, donc c'est entre J qui est là et S qui est ici. Eh ben, on vous l'estime à 16 degrés par watt. Donc qu'est-ce que je fais comme petit calcul? Donc TJ, finalement, ça correspond bien entendu à la température 93,7 qui a été prise ici au petit point mauve, multiplié, enfin, sur lequel on ajoute donc ce ratio-là, 16 degrés par watt, fois 1 watt, et regardez, vous avez une estimation aussi de l'ordre de 110 degrés. Et ça, souvenez-vous, c'était sans dissipateur thermique, donc on voit que dès que on va mettre un dissipateur thermique, tout ça va bien sûr chuter, et donc on arrive quand même à 110 degrés. Et donc 110 degrés, ben, c'est quelque part encore acceptable pour le composant, mais faut être conscient de cela. Mais on est bon, avec 110 degrés, on est bon. Alors regardez ici aussi ce que le constructeur vous donne. C'est un graphe qui vous donne, si vous voulez, par rapport à la durée, hein, le lifetime, c'est la durée de vie de votre semi-conducteur. On voit que pour une température de jonction ne dépassant pas 120 degrés, regardez si je prends par exemple la courbe ici en vert, hein, pour un courant de 1 ampère, on pourrait prendre celle ici en bleu, donc ça c'est donné par le constructeur. Mais vous voyez qu'en fait, en dessous de certaines températures, regardez, on va vous donner, ils estiment ici à 60 000 heures de vie de l'élément. C'est peut-être un petit peu exagéré, ou du moins c'est peut-être un petit peu optimiste, mais ça ne tient qu'à moi de le dire. Et vous voyez que si on travaille avec des températures qui ne sont pas trop importantes, on est bon. Mais regardez, ce qui est important de voir, c'est que si jamais vous augmentez la température de votre jonction, regardez, même arrivé à 50 degrés, ben là, vous voyez que la durée de vie tombe ici à 0. Ce qui veut dire que si les températures de jonction deviennent trop importantes, automatiquement, vous réduisez la durée de vie de votre élément. Et donc aujourd'hui, quand on vous annonce aussi des durées de vie pour des diodes du commerce, je dis toujours, moi, oui, ok, mais il faut quand même être sûr que, par exemple, un petit spot qui est mis dans un plafond, est-ce que, quelque part, est-ce qu'il est suffisamment aéré, etc., que pour être sûr de dissiper les calories, parce que c'est tout ça qui fait, je pense, parfois peut-être des destructions précoces de certains éclairages LED, parce que la dissipation thermique est mauvaise. Voilà, ça c'est quelque chose qui tient de moi, hein, donc, ok.
Alors, on va ici quelque part un peu résumer la chose. Allez voir que, d'une manière générale, si vous achetez un composant comme celui-là, qui est une diode LED, un exemple que vous faites sur le marché, si vous ne prenez pas, si vous voulez utiliser cet élément-là et que vous ne prenez pas des précautions d'un point de vue thermique, vous allez d'office griller cet élément. C'est pas possible. Par contre, si on prend toutes sortes de dispositions ici, comme on peut le voir thermique, alors vous allez avoir un design qui est correct. Ce que je voulais aussi simplement insister, c'est que vous allez souvent retrouver dans des datasheets de constructeurs un élément du style, vous allez, par exemple, je prends ici le cas de ceci, c'est simplement une résistance dite de puissance. C'est un élément, simplement une résistance, non pas les petits anneaux, les petites résistances, vous avez l'habitude de voir avec des petits anneaux de couleur, mais une résistance un peu plus volumineuse. Et cette résistance, elle vous est vendue comme étant capable de dissiper 100 watts, ce qui est quand même relativement important. Mais il faut bien vous dire un truc, c'est que si cet élément, pris tout seul, un peu comme la diode ici, dans la partie du dessus, vous la branchez dans un circuit électrique et que vous lui faites dissiper 100 watts, après quelques secondes, ou quelques minutes, mais je dirais même quelques secondes, elle est tout simplement grillée. Alors vous allez dire, pourtant, il est indiqué dans la datasheet 100 watts. Mais regardez, c'est 100 watts, si on est sûr de maintenir, regardez, à 25 degrés, la température de votre boîtier. Regardez, case temperature, c'est la température de votre boîtier. Sans quoi, si vous ne garantissez pas cela, c'est foutu. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'une résistance comme celle-ci, branchée sans aucun dissipateur thermique, il sera impossible, à 25 degrés de température ambiante, ne mélangeons pas, c'est 25 degrés de température de boîtier et non de température ambiante. Automatiquement, cet élément-là, même avec la zone métallique que vous voyez là-bas, sans dissipateur thermique, vous n'allez pas pouvoir garantir 25 degrés sur cette face-là. D'ailleurs, regardez, si vous regardez le petit texte ici qui accompagne l'élément, on vous dit que sans dissipateur thermique, regardez, et bien en fait, vous avez ce qu'on appelle un derating. Ça veut dire qu'en réalité, cet élément, si vous l'utilisez tel quel, au lieu de pouvoir dissiper 100 watts, ne pourrait dissiper, regardez, que 3 watts,5, ce qui est nettement en dessous de la valeur annoncée dans les premières caractéristiques de la datasheet. Et ça, pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que j'ai fait tout un travail sur les LED, mais il faut bien vous dire que dans toute une série de situations, vous allez voir que même si on vous indique qu'un transistor, il peut délivrer un courant de 5 ampères, etc., etc., il faudra toujours se dire, oui, mais ok, mais d'un point de vue thermique, est-ce que mon design ne va pas être fait de manière à ce que je ne puisse pas garantir cet aspect, si vous voulez, thermique. Donc, en d'autres termes, oui, votre transistor pourrait être traversé par un courant de 5 ampères, à condition que, thermiquement parlant, la température, notamment du transistor, ne dépasse pas un certain seuil. Et donc, il faudra toujours être très attentif à ça. Donc, vraiment, c'est très important, et souvent on l'oublie, parce que ça ne figure pas, je dirais, en premier abord dans les datasheets, mais ce côté thermique est hyper important. Voilà, j'en termine ici avec cette vidéo qui est relativement longue, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. Je vais en développer une deuxième, mais plus sur l'aspect électronique des drivers pour les LED. Comme d'habitude, si vous trouvez que cette vidéo est très sympathique et peut apporter, je vais dire, de la valeur dans votre entourage, n'hésitez pas bien sûr à la liker et bien entendu la partager. Donc on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Merci, à bientôt.